Donc, bonjour à tous, je me présente Amaury Cornillo, responsable technique et commercial au sein de GPA Service, et je vous remercie d'être connectés à nos webinaires techniques qui ont pour but de présenter une actualité réglementaire ou normative dans le domaine, je dirais, RSE au sens large, qui est le cœur de métier de GPA Service. Cette intervention sera pilotée sur le côté des techniques par notre expert réglementation machine Moez Benhamed, qui reprendra la main après une rapide introduction de qui nous sommes finalement chez GPA Service. Une rapide présentation de qui nous sommes. Moez reprend la main pour parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le règlement machine et ses perspectives de mise en œuvre à partir de janvier 2027. On s'accordera un petit temps d'échange si vous avez des questions éventuelles que vous pouvez nous poser dans le chat ou en utilisant la fonction end-up en fin d'intervention de Moez. Et nous aurons une petite conclusion sur nos capacités aujourd'hui à vous offrir des solutions d'accompagnement autour de ces thématiques HSE. Donc, rapide présentation de GPA Service. Moez, tu veux bien dérouler la présentation? Donc, GPA Service, qui sommes-nous? Un organisme de conseil et de formation qui a à peu près 25 ans d'existence. On a la particularité d'être adossé à une organisation professionnelle qui est le groupement Plasturgie Automobile, organisation professionnelle qui, comme son nom très original l'indique, regroupe des équipementiers plasturgistes et composites du domaine de l'automobile. Et à travers cette organisation professionnelle, GPA Servi s'est développé dans l'accompagnement sur le terrain, dans les notions QHSE opérationnelles, RSE des entreprises de la filière automobile et plasturgie depuis plus de 20 ans. Hein. Notre existence est de 2000, en même temps que la création du GPA. Donc, des domaines d'activité assez variés, entre de l'audit, du conseil. Nous sommes aujourd'hui un parterre de 2 consultants habilités à faire des audits pour vous mettre en condition de certification. Nous n'appartenons pas et nous ne prestons pas pour des cabinets d'audit de certification, mais nous sommes formateurs et consultants. Donc, on pratique des audits de systèmes de management pour vous aider à parfaire vos systèmes d'aménagement, les optimiser, et à travers ça, on développe des accompagnements, des formations multimodales, hein, que ce soit des formations en intra, en inter-entreprise, en collectif, en e-learning. On a un faisceau d'activités assez large dans des domaines d'intervention autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE au sens large. Notre cœur de métier historique, c'est l'application du management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement sur site industriel. Sur le pan des normes de système de management, hein, classiques, 9001, IATF, 14001, 45001, 50001, et puis aussi une expertise sur la réglementation HSE applicable sur les sites industriels, donc à travers un certain nombre d'audits, de diagnostics, d'accompagnement, d'optimisation des systèmes de management et de formation appliquée. Donc avec une certaine variabilité et une capacité d'adaptation à vos besoins, des formations multimodales. On est amené à intervenir sur site industriel. Je dirais qu'en rythme de croisière, 3 jours par semaine avec Moez, on est présent sur site industriel pour des accompagnements des entreprises. On est en capacité d'intervenir à distance. On a développé depuis maintenant 2 ans des solutions d'e-learning sur certains niveaux de sensibilisation. Donc, une palette assez large de médias de communication et de transmission qui est développée aujourd'hui, hein, chez GPA Service. Voilà, notre ADN, c'est... Pardon, elle est juste en face de notre bureau. Ah, d'accord, merci. Je vais me permettre de désactiver les micros qui étaient ouverts. Donc, juste pour conclure, voilà, notre credo chez GPA Service, c'est de pratiquer de la formation et du conseil si ça a du sens d'un point de vue plasturgie ou d'un point de vue automobile pour accompagner les industriels. On a depuis une vingtaine d'années une volonté de ne pas être juste les yaka faucons qui débarquent en entreprise, mais d'avoir une empreinte liée à l'activité industrielle. Et c'est en ça que notre lien avec
l'organisation professionnelle qui est le GPA, nous permet de nous ancrer les pieds sur le sol pour ne pas juste parler de la réglementation ou de la norme et de sa mise en application, mais de bien avoir conscience de vos pratiques terrain. Donc voilà pour ce qu'on peut vous dire aujourd'hui de GPA Service. Et puis en conclusion, je vous présenterai plus amplement nos capacités d'intervention. Et maintenant, je laisse la parole à Moez pour nous parler de ce sujet d'actualité, le nouveau règlement machine. Eh bien, très bien, merci Amaury. Eh ben, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec. Vous voyez bien, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bien affiché. Le nouveau règlement machine. Donc, on va rentrer un peu dans le. Parfait. Commençons avec cette fameuse nouvelle réglementation qui a déjà été adoptée depuis 2023, mais qui va rentrer, comme le disait Amaury, en vigueur à partir de janvier 2027. Donc là, le nouveau règlement sur les machines qui a été déjà préparé et élaboré pour pouvoir être prêt à partir de janvier 2027 pour abroger la partie directive machine de 2006 qui est toujours en cours actuellement. L'objectif de ce règlement, il a été remanié par rapport à la directive 2006. C'est vraiment dans le but d'uniformiser à l'échelle de l'Union européenne les différentes règles de sécurité de machines et de produits connexes. Il y a également un aspect, le but d'assurer un niveau de sécurité vraiment qui est important au niveau des machines. Donc, que ce soit au niveau de la conception et de la fabrication. Donc, c'est reclarifié par rapport à certaines nouveautés ou technologiques. On en reparlera un peu plus loin. Mais également tout ce qui va être aspect sécurité pour les utilisateurs, les travailleurs ou toutes les personnes qui sont exposées autour de machines. Et dernier point, c'est surtout garantir la libre circulation de machines conformes sur le marché intérieur européen. Ce qui va être important aussi avant de commencer à dérouler ce nouveau règlement, c'est juste, je voudrais faire un petit focus sur deux notions, mais très rapidement, sur ce qu'est une machine et ce qu'est une quasi-machine. Donc une machine, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui sont corrélés ensemble et dont un élément est mobile et qui n'utilise ni la force humaine ni la force animale. Et une quasi-machine, c'est un ensemble d'éléments qui, sans être associé à d'autres équipements ou à d'autres éléments, ne peut pas fonctionner par lui-même. Je prends l'exemple, par exemple, pour un bras articulé ou un robot. Si on ne lui rajoute pas un outil, une pince ou autre, il ne peut pas fonctionner. Donc une quasi-machine et une machine, c'est vraiment des notions qui sont vraiment particulières sur lesquelles il faut arriver à bien identifier au niveau du parc que vous avez. Quand vous dites parc machine, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'équipement et qu'est-ce qui est de l'ordre de la machine, quasi-machine ou produit annexe. Donc ça, c'est des points spécifiques sur lesquels il faudra être également vigilant. Le champ d'application sur ce règlement. Donc, ce règlement machine, il couvre les machines, comme je vous l'ai dit, les quasi-machines et tous les produits connexes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est les équipements interchangeables, genre convoyeurs, extracteurs, tous les composants de sécurité, on verra aussi carter, interrupteurs, mais aussi les logiciels, les accessoires de levage, anneaux, manilles, etc., les chaînes, câbles et sangles, les dispositifs amovibles tels que des courroies crantées ou des servomoteurs, etc. Donc ça, c'est le champ qui est couvert par le règlement machine. Le but, c'est... est-ce que j'ai été un peu trop vite, excusez-moi. Voilà. Donc là, le but, c'est vraiment de permettre à ce qu'on arrive à identifier les machines et les produits connexes lors de leur conception et de leur fabrication. La notion de santé, de sécurité et pour les machines doit être vraiment indiquée et perceptible au niveau du fonctionnement, lors du réglage, lors de l'entretien et tout ce qui va être aussi maintenance, transport et recyclage. Donc la partie du règlement machine vise vraiment à avoir une vision globale, un peu dans le cycle, de la perspective du cycle de vie, c'est de dire
comment est-ce qu'on a intégré dans le cadre de cette machine, quasi-machine, tous les éléments essentiels de santé et de sécurité dans la conception et la fabrication et dans les usages, les différents usages de la machine. Le but, c'est vraiment d'arriver à ce qu'on puisse être en mesure, vous, en tant qu'utilisateur, mais également le fabricant, qui puisse vous permettre d'avoir cette visibilité sur l'entièreté de ces phases liées aux machines ou aux quasi-machines. Si on prend une définition là sur des notions qui apparaissent dans le règlement, on parle de machines mobiles. Donc, ce qui est indiqué dans les machines mobiles, c'est vraiment, si je prends l'exemple HEV, chariot élévateur, nacelle, élévatrice ou mobile, le but, c'est vraiment d'arriver à équiper des fonctions de surveillance utilisables et utilisables à distance. C'est comment est-ce qu'on peut garantir que la sécurité puisse être déportée au niveau de l'utilisateur. Donc là, les utilisateurs doivent pouvoir avoir la possibilité de démarrer ou d'arrêter la machine en fonction de façon externe. C'est-à-dire pas sans avoir forcément un accès automatique ou direct sur la machine. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un élément externe. Autre notion aussi qui est abordée dans la partie règlement machine, c'est une notion qui quand même qui concerne beaucoup de professionnels, c'est la modification substantielle. Donc cette notion-là, elle est vraiment importante parce que elle concerne tous les utilisateurs professionnels qui vont acheter une machine. Et bien souvent, je pense que ça a dû vous arriver à beaucoup d'entre vous, c'est qu'à un moment, on va aménager la machine ou modifier la machine pour qu'elle corresponde plus à un cycle de production ou autre. Mais le règlement insiste sur cette nouvelle notion de modification substantielle qui fait que à partir du moment où vous avez touché à un organe de sécurité ou à partir du moment où vous avez modifié la machine par rapport à ce qui a été défini par le fabricant, de facto, vous allez devenir vous-même fabricant. C'est ce qui implique, on le verra par la suite dans les différentes procédures de conformité, que vous devez endosser l'entièreté des obligations qui sont liées à un fabricant. Donc, être vraiment vigilant par rapport à cette modification, qu'elle soit physique ou numérique. Donc, il n'y a pas que sur un carter ou que sur une cellule de sécurité ou un poussoir d'urgence. Ça peut être aussi sur une modification à partir du moment où on va commencer à automatiser une chaîne, une machine. Là, on touche sur des aspects de sécurité qui font que vous pouvez basculer en tant que fabricant. La sûreté industrielle. Donc, maintenant, dorénavant, le règlement va pousser davantage les fabricants à anticiper et à intégrer les sécurités sur de nouvelles technologies dont je vous avais parlé, hein, que ce soit sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'automatisation. C'est des concepts qui n'étaient pas développés dans la partie directive 2006, mais dont le nouveau règlement, lui, va faire un focus ou attirer l'attention sur les fabricants et donc aussi sur les utilisateurs, sur l'importance de ces nouveaux risques qui ont été pris en compte. Donc la sûreté industrielle, elle devient l'un des principaux points importants du règlement dont les exigences juridiques sont plus contraignantes. Donc il va falloir vraiment être vigilant sur tous les aspects cybersécurité, intelligence artificielle, etc. On en arrive sur le fameux logiciel de sécurité. Donc, si vous devez être amené à modifier, par exemple, un logiciel de robot ou d'AGV, ce qu'on disait tout à l'heure, sachez que le règlement introduit pour la première fois une exigence précise concernant les logiciels de sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'un logiciel de sécurité, vous pouvez l'acheter indépendamment. Donc, c'est un produit et auquel cas il doit être marqué CE et avoir toutes les déclarations de conformité. Mais également, c'est que l'ancienne directive machine de 2006 ne le prenait pas en compte, cette partie composant de sécurité ou logiciel de sécurité. Donc, le règlement définit le composant de sécurité comme un composant conçu pour assurer une fonction de sécurité, y compris le logiciel. Donc, cela signifie qu'un logiciel seul peut être un composant de sécurité, même sans matériel associé.
Donc c'est pour ça que si vous achetez juste le logiciel, il est considéré comme composant de sécurité. Donc on le verra dans la partie annexe 1 du règlement, où on abordera cette partie aussi liée à tout ce qui va être intelligence artificielle ou logiciel de sécurité ou composants de sécurité. Les fameuses EESS, hein, donc les exigences essentielles de santé et sécurité. Donc c'est ce qui va conditionner vraiment l'entièreté des. Je voulais passer celle-ci, je crois. Donc, ce qui va conditionner l'entièreté des règles de sécurité que chaque machine ou quasi-machine doit intégrer déjà préalablement, que ce soit dans sa conception ou que ce soit dans sa fabrication. En vue, c'est vraiment de prendre en compte le fonctionnement de la machine, son réglage, son entretien ou sa maintenance dans le cadre de sa durée de vie, mais également tout ce qui va être montage et démontage et transport. Nous allons passer sur la partie économique avec les différents opérateurs. Donc, je vais vous détailler un peu chaque partie prenante et acteur, fabricant et mandataire. Donc là, pareil, c'est personne physique ou morale qui est établie dans l'Union européenne et qui est responsable de la sécurité, donc des fameux EESS intégrés dans son équipement ou dans sa quasi-machine, donc qui fabrique ou qui fait concevoir également ou fabriquer son produit par d'autres et les commercialise en son nom ou sous sa propre marque. Le mandataire, c'est vraiment la personne, si le fabricant est en dehors de l'Union européenne, qui va représenter, endosser toutes les exigences liées au fabricant. L'importateur est là encore une personne physique ou morale qui est établie dans l'Union européenne et qui met sur le marché un produit relevant du champ d'application du règlement. Donc on l'a vu sur les différents typologies de machines, quasi-machines et produits connexes. Le distributeur, quant à lui, est une personne physique ou morale qui met un produit à disposition sur le marché commun interne. Les utilisateurs professionnels, donc personnes physiques qui utilisent, là, on n'est pas sur les personnes morales, on est vraiment sur les personnes physiques identifiées qui utilisent ou font fonctionner les machines ou les produits connexes dans le cadre des activités professionnelles ou du cadre du travail. Attention, le règlement machine ne s'applique pas pour les non-professionnels. Et enfin, les organismes notifiés, donc qu'on retrouve, c'est des organismes qui sont en charge d'évaluer la conformité pour chaque machine par les États membres. Donc chaque État membre désigne que ce soit BV, APAV, etc. et qui sont ensuite notifiés à la Commission européenne. J'en reviens sur les parties de procédure de conformité. Comment est-ce qu'un fabricant, donc rappelez-vous, à partir du moment où vous allez influer ou modifier une machine que vous avez achetée, vous êtes susceptible de devenir un fabricant, donc soumis à des obligations particulières de conformité. Donc là, si on prend la première partie, on verra sur l'annexe 1 qui va lister l'ensemble des équipements, machines, quasi-machines qui, en fonction de leur degré et de niveau de risque. Donc, on a deux parties, partie A et partie B. Partie A, c'est la partie où les équipements sont les plus importants et les plus risqués. C'est là où, pour toutes les procédures, en règle générale, on aura toujours besoin d'un organisme notifié pour attester de la conformité des produits qui sont mis en distribution par le fabricant. Donc ici, on peut voir la première procédure, c'est l'examen de type. Donc là, le risque est particulièrement élevé sur cette partie-là, partie A. Donc là, les exigences par rapport à ça, c'est que le fabricant soumette à l'organisme notifié une machine, une quasi-machine ou un élément de produit et qui lui présente l'ensemble de la documentation technique qui a été réalisée, que ce soit de la conception, les analyses, les résultats, les tests, etc., les règles techniques, les normes harmonisées utilisées et tous les tests et essais faits et validés et tracés qu'il soumet à l'organisme notifié. C'est ce qui va donner une attestation d'examen UE de type. Donc ça, c'est ce que va remettre l'organisme notifié au fabricant, ce qui va lui permettre de pouvoir valider la conformité des produits qu'il va réaliser.
Une autre procédure, donc là, c'est toujours pareil avec la partie A, la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité. Là, on le voit encore, toujours on fait appel, le fabricant fait toujours appel à un organisme notifié. Et donc là, ce qu'il va vérifier, c'est au travers du système qualité. Donc, que ce soit au niveau IATF ou au niveau 9001, de la même manière, il va se concentrer sur tout ce qui va être conception, la fabrication du produit, donc produit process, et les contrôles et vérifications et traçabilité mis à disposition. Et à partir d'une notification d'évaluation, une validation d'évaluation, il y aura aussi des autorisations pour pouvoir mettre le produit sur le marché. On a encore une autre sur la partie A, c'est tout ce qui va être sur la base d'une vérification à l'unité. Donc là, c'est pareil, l'organisme notifié va balayer l'ensemble des documents techniques et surtout toutes les exigences essentielles santé-sécurité. Et le but, c'est d'arriver à identifier, clarifier toutes les exigences liées à la sécurité. Donc, en règle générale, elles sont basées sur les normes harmonisées, parce que le règlement ne va pas donner le détail précis des exigences attendues, sachant qu'il y a des normes harmonisées qui sont spécifiques et dédiées pour chaque risque bien spécifique. Donc là, l'organisme notifié, lui, va bien valider que les exigences qui ont été prises en compte sont bien complètes et cohérentes avec la norme harmonisée. Et dernière partie, donc là on rentre sur la partie B, où sur cette partie B, il y a également des équipements ou des machines qui sont quand même à risque, mais dont il y a une certaine maîtrise, où le fabricant, lui, peut faire un contrôle interne de production. Donc c'est-à-dire une auto-certification par lui-même, uniquement sur les équipements de la partie B. Donc là, c'est pareil, il doit pouvoir fournir et transmettre en cas de vérification ou de contrôle le dossier technique, les normes à harmoniser utilisées ou les spécifications, les exigences du règlement qu'il a bien pris en compte et tout ce qui va être contrôle, vérification, traçabilité par rapport aux équipements qu'il a réalisés. Donc voilà déjà le spectre de toutes les procédures que vous pouvez être amené à endosser si toutefois vous rentrez dans le cadre, en tout cas du périmètre de la fameuse modification substantielle. Voilà sur ce grand tour général lié au règlement européen. Ce que je vais vous proposer, voilà, c'est que par rapport à ce règlement machine, évidemment, c'est pas dans le cadre d'une demi-heure où on va rentrer vraiment dans le détail précis de chaque spécificité par rapport à votre parc machine. Mais le but, c'est qu'on peut vous proposer un diagnostic d'application des réglementaires, c'est-à-dire que au vu de votre parc machine, de ce que vous faites, des différentes cas de figure que vous pouvez avoir, que ce soit pour une modification de ligne, que ce soit pour un achat d'équipement ou qu'est-ce qu'un quasi-machine, est-ce que vous arrivez à identifier. Donc, on peut faire un diagnostic là-dessus. On peut faire aussi un audit de conformité qui sera beaucoup plus profond ou également de voir toutes les exigences qui s'appliquent à votre système ou en tout cas à vos machines et de voir comment vous les intégrez, vous, dans le fonctionnement du quotidien pour pouvoir être toujours à l'esprit la conformité liée à ce nouveau règlement qui sera applicable automatiquement à partir de 2027. Mais je fais également, là, on va avoir le 12 et 13 mars, une formation de 2 jours, donc 2 fois 4 heures, qui va rentrer dans le détail. Donc, une première partie, on va rentrer dans la partie technique réglementaire. Et une deuxième partie, une matinée, où là, on va être plus dans l'échange pratico-pratique sur vous avez un parc machine, vous avez une activité bien spécifique, est-ce que je suis conforme par rapport à la réglementation? Donc voilà, ça c'est pour le 12 et 13 mars prochain. Je redonne la main à Maury. Oui, merci Moïse pour cette présentation. On vous propose peut-être un petit temps d'échange si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat que je te laisse consulter, Moïse, pour pouvoir y répondre. Et en préalable à ces questions, moi j'en aurais une première pour resituer un petit peu l'applicabilité finalement du règlement machine quand je suis un industriel de l'automobile.
De ce que je comprends, c'est qu'on est sur le même contour d'application que l'avait la directive, c'est-à-dire que je peux être, dans certains cas, fabricant ou assimilé à un fabricant si je modifie une machine existante ou si j'assemble des machines ou des quasi-machines entre elles dans la création d'un îlot, par exemple de production. Et l'autre cas, c'est le cas de l'utilisateur qui se doit d'utiliser des machines qui sont en conformité avec la réglementation dans le respect de ce qu'on appellerait l'obligation générale de sécurité de l'employeur. C'est bien le même périmètre d'application que la directive. On ne met pas, je dirais, si je puis dire, le système cul par-dessus tête. On est bien sur le même périmètre d'application, mais les obligations sont peut-être plus larges aujourd'hui de ce que je comprends. On est dans la continuité, les deux sont complémentaires, que ce soit dans le code du travail, qui déjà implique des responsabilités au niveau de l'employeur, que ce soit de garantir un équipement qui soit viable et en sécurité par rapport à l'utilisation qui va être faite, et aussi d'en informer les opérateurs des risques que contient les machines. Mais là, la partie règlement fait un focus en vous disant attention, bien souvent, on va modifier les machines, on va les ajuster, mais sans savoir vraiment est-ce que c'est considéré comme substantiel ou pas. Et c'est vraiment le point majeur de ce règlement, c'est vraiment cette partie substantielle. Et je vois dans la question, à partir de quand la modification est-elle considérée substantielle? À partir du moment où elle touche sur une modification qui n'a pas été prévue par le fabricant, ou à partir du moment où elle touche un organe ou un équipement ou un composant de sécurité. Donc la réponse, c'est les deux, mon capitaine, si je comprends bien. C'est à partir du moment où je modifie les règles d'utilisation, je change l'usage qui était conçu Prévu. par le fabricant initial, ou si je touche bien sûr à un organe de sécurité, ce qui se comprend parfaitement. Euh, Petit complément qui en vient à souligner, c'est qu'on passe bien d'un format d'une directive qui avait une obligation de transcription en droit national, qui pouvait créer une certaine peut-être distorsion dans l'application, dans ce qui était la traduction en France dans le Code du travail, et peut-être dans d'autres pays européens, on pouvait constater un peu de distorsion dans l'application des normes harmonisées quant à la fabrication et à la validation des machines et des équipements. Aujourd'hui, le fait que ce soit un règlement, il y a une volonté aussi de mettre tout le monde à la même enseigne parmi les 27 dans la reconnaissance de ce qui est la conformité machine. Donc ça, c'est aussi, je dirais, le plus, finalement, par rapport à ces débats parfois continuels de l'obligation du marquage CE de type entre une machine en Allemagne, une machine en Italie ou une machine en France. Parfois, on connaissait quelques distorsions sur le terrain. Le but, que ce soit un règlement, c'est aussi d'harmoniser ces différents éléments. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question, soit en utilisant la fonction end-up de Teams, soit par le chat, par rapport à ces éléments de conformité machine? Est-ce que j'ai répondu à la question de M. Matouillet? Alors, une modification des conditions d'utilisation, si elle n'a aucun impact sur la sécurité, n'est pas considérée comme une modification substantielle selon le règlement. Le texte est clair. La seule clé d'entrée pour qualifier une modification substantielle est l'impact sur la sécurité de la machine. Pas la sécurité de la machine, mais ah si. Donc si. Donc là, c'est la sécurité de donc, la machine. Si on touche à un organe de sécurité, à un logiciel, ou même si on change, si une machine n'était pas automatisée, on veut la rendre, on veut lui mettre à adosser un logiciel d'automate, c'est considéré comme une modification parce qu'elle n'a pas été conçue à la base initialement par le fabricant pour être automatisée. Donc là, on rentre dans la partie substantielle. La partie sécurité, c'est à partir du moment où on va modifier les composants ou pièces de sécurité de la machine, mais également s'il y a un risque dans les fameuses ESS, que je disais, les exigences essentielles de santé et de sécurité, pour l'utilisateur. Donc, il peut y avoir un nouveau risque qui peut apparaître pour l'utilisateur. Donc là, le règlement est en concomitant à la réglementation du Code du travail. Voilà. Les deux, en fait, sont corrélés. Une modification d'un usage d'une machine, l'usage n'aurait pas été prévu, peut entraîner de nouveaux facteurs de risque,
donc la mise en place de nouveaux facteurs de sécurité qui n'étaient peut-être pas initialement prévus. Voilà ce que j'entendais par Voilà. les deux, mon capitaine, au sens, voilà, une modification substantielle d'un usage ou d'une utilisation particulière dans des conditions non prévues par le fabricant. Ce Et qui ça peut veut dire qu'il arriver peut y dans la avoir modification machine. il peut y avoir un risque qui existait déjà, mais dont on aggrave ce risque, ou on modifie ce risque. Voilà, donc si je modifie les conditions d'utilisation, mais que je ne fais pas apparaître de nouveaux risques professionnels, je vous rejoins parfaitement sur ce constat. C'est ça. Mais, voilà, Et là, qui dit je voudrais, modification dit refonte d'une analyse des risques, et donc potentiellement des risques supplémentaires, donc des facteurs de sécurité qui pourraient apparaître, qui n'auraient pas été pris en compte dans l'usage initial. Voilà. exact. Donc, on va vous demander, hein, même si dans ce cas de figure, ce que vous indiquez, les conditions d'utilisation sans impact sur la sécurité, on va vous demander vraiment de pouvoir prouver que vous avez fait bien une analyse de risque par rapport à cette modification. On va vous demander et justifier si vous avez un accident, une modification, même sur votre document unique, de pouvoir l'intégrer. Si vous décotez ou cotez plus gravement votre risque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Donc, c'est clair. Ok, ok. Donc Moïse rappelait la programmation d'une de nos prochaines formations sur le sujet, une formation qui aura lieu les 12 et 13 mars en distanciel, hein, deux modules d'une demi-journée chacun, pour aborder dans le détail l'applicabilité aux industriels du règlement machine. C'est tout indiqué pour moi de pouvoir vous présenter le catalogue de GPA Service que vous pouvez voir normalement sur mon partage d'écran, qui recense aujourd'hui toutes nos formations qui sont programmées en collective et qui recense aussi tous les items de formation que l'on peut aujourd'hui distiller au sein du réseau de GPA Service. Je me suis permis de vous remettre le lien hypertexte vers notre catalogue. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de ce catalogue, bah, vous voyez toutes les prochaines sessions qui sont programmées. Donc là, ici, la première en date, bah, c'est celle dont on vous parlait, qui a lieu la semaine prochaine, où vous pouvez accéder aux détails du programme de cette formation et puis demander toute information pour voir la cohérence du programme indiqué par rapport à vos besoins. Et nous contacter directement pour voir si c'est ce type de formation qui vous correspond ou si si vous auriez besoin d'une autre typologie de formation. Typiquement, sur le règlement machine, je parle sur le contrôle de Moez, on fait ces collectifs, on est amené à faire des diagnostics comme il l'évoquait ou des audits sur site. On a aussi développé des modules de sensibilisation en e-learning qui sont le premier niveau de sensibilisation dans ce domaine. Donc plusieurs modalités d'intervention et plusieurs capacités d'intervention. Nous avons une autre formation sur cet item qui doit être programmée en avril prochain aussi, parce qu'on commence à avoir pas mal de demandes dans la perspective du mois de janvier, hein, pour basculer dans la perception de ce qu'est la conformité machine. Donc vous voyez dans cette partie prochaine session les items qui sont programmés dans nos formations collectives. Alors des items assez variés, hein, impact carbone, éco-conception, des normes sur les systèmes de management. Notamment, on va s'atteler à partir de fin mars au module de formation lié au basculement de la version 2015 de la norme ISO 14001 et la 2026, bientôt publiée, hein, normalement sur mars. Donc, comment faire des formations d'accompagnement à se faire une petite analyse des risques sur le basculement et dans les conditions que vous avez sur 3 ans pour basculer. Donc, on va déployer ces formations-là aussi en collectif, mais aussi en intra au besoin. Des formations sur l'éco-conception, plusieurs niveaux, de la sensibilisation à de la prise en main de logiciels d'ACV, d'autres normes de système de management, hein, le management de l'énergie, la qualité et la qualité automobile, ISO 9001, IATF, 45001. Donc, cette page d'actualité vous permet de suivre toutes nos programmations de collectifs. On se permettra de vous envoyer le calendrier des collectifs avec la présentation qui vous sera aussi transmise par email, en plus du lien vers le replay qu'on va diffuser.
Et puis, ce catalogue vous permet de voir l'entièreté des domaines d'activité en termes de formation, des systèmes de management, à l'éco-conception, à des relevés plus réglementaires, hein, des accompagnements, des formations sur les réglementations type ATEX, documents d'évaluation des risques professionnels, ICPE, REACH. On a un certain nombre de domaines d'application depuis maintenant près de 20 ans où on est aux côtés des industriels pour vous aider et vous aider à appliquer sur le terrain les problématiques réglementaires et normatives que vous pouvez rencontrer. On a aujourd'hui cet œil extérieur pour vous permettre d'optimiser l'applicabilité de la réglementation et des systèmes de management sans être un ayatollah du texte qui dit la norme a dit à la virgule près. Non, c'est partons de vos problématiques industrielles et faisons rentrer la norme et la réglementation sur la réalité de vos activités et faisons converger les deux plutôt que de dire voilà, on a cette norme, on a cette réglementation, donc il nous faut un millefeuille supplémentaire dans nos procédures et nos agissements. On part toujours de l'opérationnel pour essayer d'être vraiment le plus proactif à vos côtés. Voilà pour ce qu'on avait à vous dire sur ce webinaire qui se fait un peu plus court que ce qu'on avait prévu, mais le but, c'est de ne pas vous accaparer du temps inutilement. On est à votre disposition, Moez, moi ou l'ensemble de l'équipe de GPA Service pour répondre à tous vos questionnements. Hein. Nos coordonnées seront à disposition sur le support qui vous sera transmis aussi prochainement. Et si vous n'avez pas davantage de questions, je pense qu'on va clore ce webinaire en vous indiquant qu'on diffusera aussi un petit questionnaire pour savoir quels sont vos sujets d'intérêt et si vous souhaitez être contacté par quelqu'un de GPA Service pour définir un besoin ultérieur sur ce sujet machine ou sur d'autres sujets. Nous entendons nous développer de plus en plus régulièrement ce type de webinaire informatif pour tenir au courant notre réseau des actualités, des nouveautés. Une question est tombée dans le chat, me semble-t-il, Moez, pour conclure. Tac, 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 tac. Une machine importée d'un pays tiers en 2027, mais fabriquée en 2024, doit être évaluée sur la directive ou le règlement. Une machine importée d'un pays tiers en 2027. Alors, 2027, c'est dès janvier. Là, on tombe sur le règlement. Donc là, le règlement, à partir de janvier du 20, on tombe directement dessus. Mais fabriquée en 2024, doit être évaluée sur la directive ou le règlement. Donc, le règlement. Sur le règlement, si c'est 2027, c'est le règlement. Rappelez-vous, c'est la première mise sur le marché. Alors, la première mise sur le marché, c'est pas forcément que des machines neuves. C'est pas parce qu'on va importer une machine qui est neuve, c'est à partir, même si elle est d'occasion, même si elle a 5 ans ou 10 ans et qu'elle vient hors Union européenne, c'est à partir du moment où le distributeur ou l'importateur va la mettre sur le marché européen. Là, c'est la première mise sur le marché. Donc, si elle a été fabriquée en 2024, mais que vous la faites rentrer en 2027, le règlement s'appliquera directement, de facto. Donc voilà, si j'en suis ton raisonnement, c'est l'entrée sur l'espace économique européen qui détermine l'application soit de la directive si on est avant janvier 2027 et si c'est post-janvier 2027, on sera sous le coup du règlement. C'est ça. Je pense qu'on en a fini avec les questions. Je vous propose de clore ce webinaire et on vous met à disposition très prochainement le support, un lien vers le replay et puis un petit questionnaire comme évoqué. Si d'ici là, la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous et bon après-midi. Merci.